La guerre n'est pas vraiment finie. Le chemin Lapperlier est bien connu des Algérois. Il commence à la fin du boulevard Saint-Saëns au niveau du Télémli, quartier bourgeois de la capitale, et se termine sur le contrebas du quartier El Biar des Hauts d'Alger. Le dimanche, avant 1962, on voyait souvent les habitants sortir de leur maison pour faire un tour, emmener les enfants jusqu'au parc Saint-Raphaël, non loin de là, pour admirer une exceptionnelle vue sur la baie. Depuis l'indépendance, le quartier est calme, presque mort, jusqu'à ce 7 septembre 1963 où, barricadés derrière leurs fenêtres, les riches blancs qui n'ont pas eu le temps de partir voient des camions de la nouvelle armée débouler dans la petite rue et s'arrêter devant le numéro 22. Les colons et leurs biens. Quelques instants plus tôt, le consul général à Alger, Jean Herly, est informé par une source mystérieuse, évoquée sous le pseudonyme de M. Soyer, de l'existence d'une prison clandestine. En réalité, c'est une banale villa située au 22 chemin Lapperlier sur les Hauts d'Alger où sont détenus des Français. Le consul général fait appel à un militaire, Marcel Olivier, sympathisant communiste, qui fait contacter Yassef Saadi, héros de la bataille d'Alger, mais aussi surnommé le boucher de la Casbah par l'OAS. Ce dernier intervient assez tardivement car les prisonniers ont été torturés auparavant par leurs ravisseurs, mais il parvient à les faire libérer. Ben Bella annonce que ces prisonniers ont été libérés à la suite d'une opération de l'armée algérienne sous ses ordres. Sa communication ne va pas plus loin car il exige qu'aucun journaliste ne rencontre ces Français, dont 4 anciens de l'OAS impliqués dans un attentat sanglant au port d'Alger, au mois de juin. Ils sont transférés à la prison de Maison Carrée. L'affaire deviendra celle du chemin Lapperlier. Pour la plupart des dirigeants algériens, l'indépendance est surtout synonyme de réappropriation des biens immobiliers et des terres des colons. En d'autres termes, c'est notre terre et celle de nos ancêtres. Pour se positionner en rassembleur, Ahmed Ben Bella, pas encore président mais sûr de lui, annonce une prochaine ordonnance sur les biens vacants dès le 22 août 1962. Un premier coup de canif est porté aux accords d'Évian par cette déclaration hautement symbolique. L'algérianisation des terres et des biens des Européens est en marche tant dans le discours que dans les faits. Il faut donner une preuve tangible d'une véritable rupture avec le passé colonial. L'Algérie est libre et souveraine. Les Algériens jouent sur du velours. Ce sont les Français d'Algérie qui ont abandonné leurs biens immobiliers à cause d'autres Français, l'OAS. Le FLN et les Algériens n'y sont donc pour rien. Par ailleurs, ces biens n'ont de valeur véritable que si un marché rationnel existe. Or, les Algériens n'ont pas les moyens d'acheter ce patrimoine à son juste prix. Paris ne peut ni créer un authentique marché immobilier, ni augmenter le pouvoir d'achat des indigènes. À force de discours populistes, Ben Bella a fini par chauffer les masses, de plus en plus incontrôlables. Il n'est plus obéi par ses propres troupes, de nombreux Algériens occupent ainsi de force les propriétés des anciens colons, quitte à kidnapper ces derniers. La multiplication des disparitions de Français est une réalité tragique, motivée aussi bien par des intérêts matériels immédiats que par un esprit de vengeance. Sans oublier les considérations politiques entre certains chefs. Le conflit entre les wilayas insurgés, particulièrement la wilaya 4, Alger, et Ben Bella, s'exprime aussi par des attaques et des enlèvements de Français, histoire de dresser l'État français contre ce tout nouveau et très discutable bureau politique. Les chiffres sont affolants. Entre le 1er juillet et le 10 septembre, l'ambassade de France à Alger recense 1337 Français enlevés. Le ministre d'État des Affaires algériennes est attaqué aussi bien par la presse que par les députés de sa famille politique ou apparentée. Le député indépendant Olivier Lefebvre d'Ormesson demandera ainsi avec vigueur « Que fait la France pour protéger ses ressortissants ?» et qualifiera les accords d'Évian de chiffon de papier. Une dramatique opération coup de poing sera même menée par l'armée française, juste après la déclaration de l'indépendance. Sur la foi d'un témoignage apparemment sûr, Jean-Marcel Genet, le premier ambassadeur de France à Alger, avait demandé au général de Brébisson de superviser une opération autour d'une ferme de l'Algérois dans laquelle des Français étaient, prétendait-on, séquestrés. La manœuvre avait tourné au drame car un militaire français s'était fait écraser par un blindé. La ferme était vide et il fallut que le commandant militaire aille présenter ses excuses à Abderrahmane Farès. À Paris, lors du Conseil des ministres du 12 septembre, Louis Jox annonce « Nous avons intérêt à laisser aux Algériens la caisse vide car nous aurons avantage à ce qu'ils nous demandent de la remplir. Nous devons maintenir comme une exigence absolue le retour des personnes disparues depuis le 1er juillet. Il en reste plus de 800 à récupérer. » L'affaire du chemin Lapperlier est assez révélatrice, tant de la capacité de nuisance des nombreux éléments incontrôlés que de l'impuissance du premier président algérien sur le dossier hautement sensible des disparus.
Sans oublier, et c'est tragique, les exactions commises à l'encontre des supplétifs de l'armée française, les harkis, restés en Algérie et qui ont rarement été au centre des préoccupations des consuls français. Livrés à la vindicte populaire et abandonnés par les politiques de la métropole, les harkis, dont beaucoup ont déserté dès le début des négociations entre la France et le GPRA, se sont vus désarmés par les militaires français. Le général de division Paul Ducournau est l'un des premiers à parler déjà du risque d'un véritable génocide des supplétifs. La priorité de la France est à l'action politique visant à défendre ses intérêts stratégiques. L'humanitaire semble être secondaire quand les autochtones sont touchés. La vengeance est dans l'air. Sont visés tant les collabos, ces Algériens qui se sont mis au service du drapeau français, que les biens immobiliers constituant le patrimoine des Européens. Leurs enlèvements sont souvent motivés par l'expropriation de leurs habitations. Pourtant, les accords d'Évian stipulent clairement leur protection physique et celle de leurs propriétés. Les tensions continuent à croître. Le 16 octobre, une soudaine décision du Conseil des ministres algériens, qui interdit les transactions sur les biens agricoles vacants, annule les contrats de vente intervenus après le 1er juillet 1962 et les actes conclus à l'étranger ayant pour objet la vente ou la location des biens mobiliers ou immobiliers. Les étrangers se retrouvent donc exclus de toute transaction avec les Européens d'Algérie qui n'ont alors d'autre choix que d'être tout simplement dépossédés. Le marché est verrouillé, la défrancisation est en marche. Le problème de ces biens a très longtemps perduré. En effet, la France se consacre d'abord exclusivement au sort des Européens dans le pays. Très vite, une équipe diplomatique et de nombreux responsables consulaires sont accrédités auprès du gouvernement algérien pour prendre à bras le corps ce problème. 33 postes consulaires sont créés à cette fin à travers tout le territoire algérien. Les 6 mois de Monsieur l'ambassadeur. La cérémonie se veut solennelle pour ce moment historique du samedi 7 juillet 1962. Il est 18h, sous une belle lumière de fin de journée, bercé au son des vagues s'écrasant sur les rochers. Le premier ambassadeur de France, Jean-Marcel Jeanneney, élégant en nœud papillon, s'avance à pas mesurés pour présenter ses lettres de créance à Abderrahmane Farès, président de l'exécutif provisoire, 2 jours seulement après la date officielle de l'indépendance de l'Algérie. Le tout nouveau diplomate est accrédité sous les applaudissements protocolaires des 2 délégations, juste après les rituels propos diplomatiques. Cependant, dans son allocution, Jean-Marcel Jeanneney insiste sur l'importance du maintien des Français sur le sol algérien et de leur rôle. « Je compte sur l'appui de tous mes compatriotes, à qui j'adresse un salut affectueux, pour me soutenir dans ma tâche et contribuer ainsi à développer les relations franco-algériennes dans l'esprit de loyale coopération qui doit désormais exister entre la France et l'Algérie indépendante. » Ces cérémonieuses paroles, destinées aux Algériens, sont précédées par un compte-rendu alarmant de l'ambassadeur destiné aux autorités françaises la veille de sa remise des lettres de créance. En effet, à 19h30, soit 23 heures avant la cérémonie, le télégramme numéro 2488, classé secret, urgent, est envoyé par l'ambassade au ministère de l'Intérieur à Paris et fait état, pour la ville d'Oran, de 21 Européens tués, 46 blessés et 24 disparus pour la seule matinée du 5 juillet, en pleine manifestation du jour de l'indépendance. Les Européens d'Oran, 2e ville du pays, à plus de 400 km à l'ouest d'Alger, connaissent à cette occasion leur première journée d'une sombre et longue série. Enlèvements et assassinats, les victimes européennes se comptent par centaines. Vengeance aveugle d'un côté, souvent de la part de combattants très tardifs, terre brûlée de l'autre, la rupture est réelle et sera irréversible. Dans ce contexte tumultueux, les grands équilibres et les passerelles officielles, souhaités par les signataires français des accords d'Évian, sont très vite rompus. Cacophonie, aggravée par un double langage au sein de la nouvelle équipe dirigeante, déception, amertume, voire esprit de revanche chez la majorité des pieds-noirs et leurs sympathisants. L'exode massif des Européens, bientôt 1 million, vers la métropole, s'est accéléré en 1962. Ces départs ont mis un terme aux espérances gaullistes d'une Algérie indépendante, intimement liée à la France, fondée sur une coopération qu'animerait une importante minorité française enracinée dans l'ex-colonie. Envolé, le rêve d'une coopération intracommunautaire dans un même pays, il ne reste donc que la possibilité d'une coopération directe entre États. Elle est d'ailleurs prévue par de nombreuses clauses des accords d'Évian. Une presse française trop souvent alarmiste, des responsables métropolitains parfois nostalgiques, des dirigeants algériens attachés à la nouvelle souveraineté, au point de renier certains, voire tous les engagements pris à Évian, la confiance n'est pas au rendez-vous et les bonnes intentions non plus. Oui, pour les Algériens enfin libres, la souveraineté est le principe qui passe avant tous les autres.
Voilà donc le cadre général dans lequel doit avancer et négocier, avec prudence et fermeté à la fois, le nouvel ambassadeur pour mener à bien sa mission. Il doit convaincre ses interlocuteurs, mais surtout certains ministres français réticents. Paris abrite des foyers de résistance contre une indépendance financée par des contribuables qui auraient aimé que l'Algérie demeure française. Non seulement ce premier ambassadeur de France est au cœur du réacteur de la coopération entre Paris et Alger, mais encore il se doit de le faire démarrer et de travailler en bonne intelligence avec ses interlocuteurs algériens pour le mettre sur la bonne trajectoire et éviter un possible crash. Le parcours exceptionnel de Jean-Marcel Jeannet fait de lui l'homme idoine pour mener à bien cette mission historique. Fils unique de Jules Jeannet, président du Sénat de 1932 à 1942, il est docteur en droit et agrégé de sciences économiques. Ministre du Commerce et de l'Industrie de 1959 à 1962 dans le gouvernement de Michel Debré, il se distingue lors d'un de ses premiers conseils, en août de la première année, en déclarant courageusement devant le général de Gaulle qu'il est favorable à l'indépendance de l'Algérie. Considéré, dans ses anciennes fonctions de ministre, comme le tuteur de l'industrie pétrolière française, puisque son action vise à assurer des débouchés au pétrole saharien, Jean-Marcel Jeannet s'attache particulièrement, dans sa nouvelle mission, à compléter par des conventions spécifiques les clauses pétrolières des accords d'Évian. Ainsi voit le jour l'organisme saharien dirigé par Claude Cheysson. Ce dernier, qui jouit de la confiance du général de Gaulle, sera le seul Français maître à bord de la politique pétrolière. L'ambassadeur ne restera que 6 mois en poste à Alger, mais son rôle sera souvent décisif. À son arrivée, Jean-Marcel Jeannet occupe un des bungalows de Rocher-Noir, quasi mitoyen de celui du président algérien. Inédit, la proximité d'Abderrahmane Farès, premier personnage de l'Algérie, avec la France, est aussi d'ordre immobilier. Tout un symbole. Dès l'automne, la relation de voisinage immédiat entre la haute représentation française et le président de l'exécutif algérien est rompue. Jean-Marcel Jeannet fait de la Villa des Oliviers, où le général de Gaulle avait résidé plusieurs mois à partir d'août 1943, à El Biar, sur les hauts d'Alger, la résidence de l'ambassadeur de France, une fois la capitale stabilisée par l'armée algérienne sous les ordres de Boumedienne. Dans la belle matinée du 6 novembre, l'ambassadeur quitte sa résidence dans la voiture du président du Conseil algérien, précédé d'une escorte motocycliste pour rejoindre le palais d'été où l'attend Ben Bella. À sa descente, un détachement militaire lui rend les honneurs. Sans nœud papillon cette fois-ci, mais toujours élégant, l'ambassadeur se dirige d'un pas lent vers Ben Bella. Après une poignée de main chaleureuse, il lui remet ses lettres de créance. Bis repetita ? Non, l'État français reconnaît la nouvelle présidence, sans hâte particulière, 5 longues semaines après la désignation du président algérien. Le soir même, à 22h20, Jean-Marcel Jeannet envoie à Paris le télégramme numéro 1906-08 « Je me suis entretenu seul pendant quelques minutes avec Ben Bella. Il n'y a rien eu dans notre conversation qui mérite d'être rapporté. » Après la cérémonie du 6 novembre, Ben Bella président ne s'exprimera plus librement en tête-à-tête avec un haut responsable français sans présence de témoins algériens. Il réservera ses déclarations parfois peu aimables envers la France à son public avide de prise de position nationaliste. Il a été quelque peu irrité par les propos de l'ambassadeur de France évoquant les difficiles problèmes que pose la sécurité des personnes et des biens, condition essentielle pour que demeurent ses compatriotes sur le sol algérien. S'esquisse dès lors entre les deux hommes un dialogue de sourds. Pourtant, le sérieux coup de main de la chancellerie française à Ben Bella est loin d'être un secret et elle n'est aucunement négligeable. Pendant les violentes luttes intestines de l'été, l'ambassade avait aidé très discrètement l'un des camps, hélicoptères et renseignements, en misant au demeurant sur le bon cheval. Entendez, toute morale à part, les vainqueurs de septembre. Et que l'ambassadeur qui a l'autorité sur le commandement militaire en Algérie soit le plus puissant de la Ve République, Ben Bella s'en moque. Il vient de rencontrer John Fitzgerald Kennedy et Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, à New York, lors de l'admission de l'Algérie à l'ONU, au mois d'octobre. Et, pour lui, Jean-Marcel Jeannet n'est qu'un simple diplomate français, fût-il le plus puissant de tous. Le 4 janvier 1963, à midi précis, sous un timide soleil hivernal, le vent agite les feuilles des arbres bordant l'allée qui sépare le lourd portail de l'entrée de la résidence. Les gendarmes français, armés, sont vigilants. Les portes de la Villa des Oliviers s'ouvrent pour laisser entrer le cortège présidentiel. C'est le dernier déjeuner offert par l'ambassadeur aux officiels algériens. Ahmed Ben Bella est accompagné par le colonel Ouari Boumedienne et d'autres personnalités algériennes. Ils sont invités à déjeuner par monsieur l'ambassadeur.
Autour d'une grande table, dans un climat détendu et cordial, Jean-Marcel Jeanneney ouvre le déjeuner en citant au président le mot de Léon Blum, qui prenait ses fonctions de président du Conseil. « Maintenant, on va voir si je sais faire naître en moi un autre homme, gouvernant, bien différent du militant que j'étais. » Parmi les invités, Mohamed Bedjaoui, secrétaire général du gouvernement, jadis étudiant de Jean-Marcel Jeanneney à Grenoble, s'adresse à l'ambassadeur en l'appelant « Monsieur le Doyen », introduisant ainsi une complicité intellectuelle qui fait sourire intérieurement son Excellence, car très peu de ses invités ont connu les bancs des amphithéâtres universitaires. De son côté, Ben Bella, jovial, s'entretient avec Louis de Guiringaud. Premier adjoint de l'ambassadeur avec rang de ministre délégué, il évoque avec beaucoup d'émotion la campagne d'Italie, où le diplomate français était officier de Spahis. Il rappelle, avec son exubérance coutumière, qu'à la fin de cette campagne, il était l'un des 3 Algériens à qui le général de Gaulle avait lui-même remis la médaille militaire. Personne ne le contredit, la courtoisie est de règle. Ce n'est qu'à la fin du repas que commencent les choses sérieuses. Ouari Boumedienne s'isole dans un coin du salon en fumant une cigarette après l'autre, suivi par le général 4 étoiles Michel de Brébisson. Ils se parlent pour la première fois. C'est le moment fort de ce début d'après-midi. D'ailleurs, ce déjeuner n'avait pas vraiment d'autre but que de réunir ces 2 militaires. Le ministre algérien de la Défense évoque son besoin d'équipements en matériel de transmission. Le général reste ouvert et demande « Expliquez-moi la situation pour laquelle il vous serait utile et nous déterminerons le type nécessaire. » Maintenant, c'est au tour de l'officier supérieur français de formuler une requête, puisqu'il cite le cas d'un certain colonel Rachid de l'armée algérienne au Sahara qui se montre très avare de son concours aux troupes françaises stationnées au sud du pays. Sur un bout de papier sorti de sa poche, Boumedienne note le nom du colonel peu conciliant et dit simplement « Il sera muté ». Dans la soirée, avec ses officiers, le général de Brébisson fait état avec un certain humour du contact très décontracté établi avec Boumedienne. Tellement facile que par moments j'ai dû me retenir pour ne pas lui donner des ordres. Le premier attaché militaire auprès de l'ambassade de France à Alger, le colonel Charles-Henri de Réals, adopte dès sa prise de fonction une attitude très attentiste. Dans une note secrète du 17 octobre 1962, il prescrit de ne pas fournir de l'armement ou des matériels de combat. Ceux-ci existent en abondance ou sont attendus en exécution des marchés passés avant la fin des hostilités avec les pays qui soutenaient la rébellion. Pour l'attaché militaire, la France ne doit pas chercher à lier l'armée algérienne dans un accord de défense rigide et global, mais au contraire, lui donner le sentiment qu'elle agit à sa guise. Pour cela, il suggère de laisser les Algériens assimiler le matériel tchèque ou égyptien qu'ils ont déjà. Il sera bien temps d'essayer de renverser la tendance quand ce matériel sera usé ou cassé, disent. Dans l'immédiat, le colonel de Réals concède 30 000 lits à l'armée algérienne. Plus tard, sur instruction directe du général de Brébisson, il fera livrer 100 000 trellis et chemises, des engins de terrassement du génie, des tentes, des camions et quelques véhicules légers. Le service minimum. Officiellement, pour les généraux de l'hôtel de Brienne, la jeune armée algérienne est encore très désorganisée. Elle a encore du mal à maîtriser certains équipements militaires abandonnés dans les casernes transférées sous l'autorité de l'État algérien. Cependant, aucun officier ne peut étouffer son sentiment, voire son élan, pour les journées de mai 1958. Surtout, l'armée française sait que Boumedienne ne peut payer rubis sur ongle l'armement qu'il souhaite acquérir. C'est connu, l'argent, c'est le nerf de la guerre, une nouvelle guerre que mène le grand argentier de France, assis sur son trône au palais du Louvre, Valéry Giscard d'Estaing. Rivoli fait de la résistance. Le grand et impressionnant bureau au palais des Tuileries où règne en maître Valéry Giscard d'Estaing, dur opposant à l'indépendance de l'Algérie et ministre des Finances et de l'Économie, se transforme très vite en citadelle imprenable quand il s'agit de satisfaire dans les délais les demandes financières algériennes. Accord déviant ou pas. Tout comme la coopération militaire, la coopération financière se fait quasi à minima. D'autant plus que, sur ce registre, les Algériens sont demandeurs et n'ont presque rien à offrir en échange, sauf des mesures de rétorsion en fin de compte dommageables pour les deux parties. La force du ministre est sa grande technicité, qui peut désorienter ses interlocuteurs algériens. Même compétents, ceux-ci ne disposent pas, et pour cause, de l'expérience nécessaire, surtout quand il s'agit des subtilités budgétaires. Très tôt, Giscard d'Estaing fait de la résistance, comme le rapporte Le Monde du 18 août 1962. S'en tenant à un exposé volontairement technique du problème, le ministre des Finances a indiqué que, pour Paris, il n'y avait pas lieu de s'alarmer, ni de prendre de décisions hâtives, puisque les économies qui seront réalisées cette année sur le budget voté pour l'Algérie dans le cadre de la loi de finances de 1962 dépasseraient les crédits supplémentaires demandés par l'exécutif provisoire.
Depuis une semaine, le délégué aux finances de l'exécutif provisoire demande à Rivoli la somme de 36 milliards d'anciens francs de crédit. Valéry Giscard d'Estaing estime que toutes les dépenses supplémentaires demandées ne sont peut-être pas indispensables ou urgentes, comme par exemple l'octroi de 5 milliards d'anciens francs pour les dépenses diplomatiques de l'Algérie nouvelle. Alors que, aux yeux des Algériens, ces nouvelles ambassades sont nécessaires pour consolider le rayonnement de la Révolution, mais surtout pour atténuer autant que faire se peut leur dépendance à l'égard de la France. Poste par poste, les affectations budgétaires sont soit grignotées, soit reportées. Grand seigneur, le ministre des Finances conclut : si un problème de trésorerie se pose à l'Algérie et si les pouvoirs publics y sont organisés de telle sorte qu'il y ait une autorité pouvant souscrire un prêt, la France pourra accorder une avance de trésorerie à l'Algérie. Il ne semble pas maîtriser complètement sa subjectivité. L'apaisons par le verbe et la fermeté dans l'acte, du grand Giscard. Or, les pouvoirs publics sont très peu organisés à l'été 1962 et le pays est au bord de la guerre civile. La réalité est que les tirages illimités du trésor algérien sur le trésor public français s'élèvent à plus de 1,5 milliard de francs et posent un véritable problème. Paris considère que cette gigantesque somme est une aide financière réelle mais masquée. Le ministre des Finances français, qui juge cette situation très coûteuse pour l'État, met immédiatement un terme à cette facilité de caisse accordée aux Algériens, sans pour autant estimer nécessaire de prévenir son homologue à Alger. Ben Bella perçoit cette décision unilatérale comme une mesure de rétorsion. La séparation des trésors français et algériens intervient le 12 novembre 1962 et est mal acceptée par les dirigeants algériens. La première rencontre entre les ministres des Finances, Ahmed Francis et Valéry Giscard d'Estaing, n'a cependant lieu que 2 mois plus tard. Elle est tendue. En effet, surprise par la brutalité de la mesure, Alger n'a même pas pu obtenir son report. Paris est en position de force. Mais d'autres représailles algériennes demeurent possibles. Le ministre algérien parle d'une coopération financière compréhensive, alors que, pour son interlocuteur, le seul sujet prioritaire est la nécessaire rigueur budgétaire dont Alger doit faire montre. Une fin de non-recevoir claire et nette. Le ministre algérien était l'un des membres de la délégation d'Évian. Il en va autrement pour le ministre français de l'économie qui avait fermement refusé d'intégrer la délégation française pour ces mêmes négociations. Alors membre du gouvernement, Giscard d'Estaing avait dit non au général de Gaulle. « J'étais hors d'état psychologique de participer aux négociations avec le FLN. Les Français qui se battaient contre lui étaient mes camarades. Je ne pouvais m'asseoir face à leurs adversaires. Je rentrais d'un voyage professionnel aux États-Unis. J'arrive à Orly, une voiture m'attend. Le Premier ministre veut vous voir de toute urgence. Je vois Michel Debray qui me dit « Nous allons décider tout à l'heure l'ouverture des négociations avec le FLN. Le général souhaite que vous fassiez partie de la délégation pour les affaires économiques. » Je refuse, à la grande colère de Debray. À 15h15, le général me reçoit, assis derrière son bureau, et me fait le même numéro. Giscard d'Estaing réitère son refus au président de la République qui lui dit « Vous refusez ? Ah bon ?» Il s'est levé, m'a raccompagné à la porte et ne m'en a jamais parlé. Juste après les accords, Giscard d'Estaing apprend que l'immeuble datant du XVIe siècle sur le boulevard Saint-Germain, qui est la maison de l'Amérique latine, juste après les accords, Giscard d'Estaing apprend que l'immeuble datant du XVIe siècle sur le boulevard Saint-Germain, qui est la maison de l'Amérique latine, appartient à la Banque d'Algérie. Il n'est pas question pour le ministre que l'Algérie dispose de 2 prestigieux hôtels qui furent jadis la propriété de la fine fleur de l'aristocratie française, ses cousins lointains en quelque sorte. Il s'empresse alors de faire sortir l'immeuble du patrimoine de la Banque d'Algérie avant qu'il ne devienne propriété de l'État algérien. J'ai fait trafiquer le statut la dernière semaine avant l'indépendance pour l'arracher à la Banque d'Algérie. Autre élément d'ambiance, la réputation de proximité de Giscard d'Estaing avec des membres de l'OAS est plus que prouvée. C'est devant la Cour militaire de justice que s'ouvre, le 28 janvier 1963, le procès du colonel Bastien Thierry, cerveau de l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle. Devant une assistance médusée, l'inculpé déclare « Je vais retracer la carrière activiste de M. Giscard d'Estaing. L'OAS a été fondée après le putsch de 1961 et c'est alors que Salan, dans la clandestinité, reprit l'OAS en main. C'est à ce moment que M. Giscard d'Estaing a été, dès cette époque, inscrit à un réseau OAS sous le chiffre 12B. Sans oublier sa grande amitié pour Michel Poniatowski, son directeur de cabinet à l'époque et qu'il tutoie, rare privilège. Surnommé Ponia, partisan de l'Algérie française, il est très proche des ultras et autres grandes figures de l'organisation. Le témoignage de Pierre Sergent, chef d'état-major OAS Métropole, est édifiant. C'est grâce à Michel Poniatowski que j'avais le compte-rendu des conseils des ministres.
Poniatowski est notamment en contact avec un certain André Regard, haut fonctionnaire des finances, l'un des principaux responsables de l'OAS en métropole. Regard recueille chaque semaine les confidences de Poniatowski qui ne cachent pas grand-chose de ce que Giscard lui raconte après les conseils des ministres. Et Raphaël, le pseudonyme de Regard, engrange ainsi les informations sur la façon dont le gouvernement entend mener la lutte contre l'OAS, simple, discret et efficace. Installé dans la citadelle de la rue de Rivoli, entre des décisions financières françaises, Valéry Giscard d'Estaing et Michel Poniatowski sont tout naturellement les premiers responsables de la mise en place de la coopération économique avec Alger. Dans ce cadre, ni l'un ni l'autre n'ont jugé utile de se rendre dans l'ancienne colonie. L'expérience algérienne de Giscard d'Estaing date de sa sortie de l'ENA. Il se rend alors pour quelques mois en Algérie en tant que jeune haut fonctionnaire de l'inspection des finances. Cette expérience de terrain le fait connaître des grandes familles de pieds noirs aux idées bien arrêtées. Les élans de générosité et de soutien à la jeune Algérie indépendante ne peuvent donc pas venir du ministère de l'économie et des finances de la République française. Au contraire, ce grand ministère nourrit avec talent l'inertie de l'appareil administratif déjà fort peu réactif. Selon l'ordonnance du 30 mai 1962, les enseignants des collèges et lycées, sous tutelle, sont appelés à rejoindre leur poste pour assurer la rentrée scolaire en septembre. Bien plus d'1 millier d'instituteurs et professeurs volontaires sont en Algérie, à leur poste. Cependant, la rue de Rivoli ne leur verse pas automatiquement, comme d'usage, l'avance forfaitaire de 2000 francs. L'ambassadeur de France critique par écrit la position du ministère des Finances qui refuse de créer un budget propre à la mission culturelle pour 1963 sous le prétexte que l'Office universitaire et culturel n'aura pas la possibilité de dépenser l'intégralité de son enveloppe. Apparemment, le ministre auvergnat des Finances n'aime pas le gâchis. C'est seulement sur l'insistance de Jean-Marcel Jeuneney auprès des différentes instances parisiennes que Giscard d'Estaing finit par exécuter les premiers, mais partiels, paiements à la fin du mois de décembre. Noël oblige. Il n'en va pas autrement quand il s'agit de budgétiser environ 200 postes en renfort pour la chancellerie à Alger et les consulats français à travers tout le pays. L'ambassadeur demande que le ministère des Finances accepte de libérer la moitié des 194 postes prévus pour l'Algérie, mais encore bloqués. Les nouveaux et de plus en plus nombreux fonctionnaires consulaires sont restés des mois entiers sans solde. Et c'est le consul général d'Alger, Jean Herlet, qui obtient une ligne de découvert auprès des banques françaises en Algérie pour leur verser leurs dus qu'ils attendent depuis plus de 6 mois. La rue de Rivoli traîne les pieds, mais les banques d'Alger s'empressent de faire ces avances. Il s'agit de faire oublier que leurs nombreuses succursales à travers le pays ont servi de cache d'armes pour l'OAS. Valéry Giscard d'Estaing et Michel Poniatowski, grands serviteurs de l'État français, ne peuvent évidemment être accusés de sabotage. Au pis d'un mouvement d'humeur soutenu par des arguments techniques, mais qui a démobilisé des centaines d'enseignants et de fonctionnaires qui, sans ressources, se sont empressés de rentrer en métropole. Haut placés, les sympathisants de l'OAS, en fermant leur carnet de chèques au nez de tout un pays, peuvent d'à terme faire bien plus de dégâts qu'une bombe posée dans un coin de rue. Pourtant, ces enseignants et fonctionnaires étaient volontaires et motivés pour s'installer en Algérie. Mais c'était sans compter avec la grande capacité de gestion et d'inertie du prince Poniatowski, mentor et ami de Giscard d'Estaing. Sur le plan financier, l'Algérie est très vulnérable et se trouve dans une impasse. L'argent frais est son principal talon d'Achille. Le solde du compte de la Banque d'Algérie est tombé de 1340 à 840 millions de nouveaux francs au début de l'année 1962, puis à 650 millions à la fin de juillet de la même année. La raison essentielle en est la fuite des capitaux vers la France. Le nouvel État ne dispose d'aucune recette fiscale, puisqu'il est incapable de lever impôt. De ref, les contribuables les plus aisés sont les premiers à être partis pour la France. 6 mois après l'indépendance, le déficit est de 200 milliards d'anciens francs. Ben Bella entreprend une démarche auprès de l'ambassadeur de France. Avec tout le charme dont il a le secret, le président algérien pérore sur l'importance qu'il accorde personnellement à une bonne coopération franco-algérienne, pierre angulaire de sa politique, s'empresse-t-il d'ajouter avec un sourire enjôleur. Il est le premier ami de la France, précise-t-il encore. Ces envolées saturées de bonnes intentions sont suivies par une demande de 40 milliards d'anciens francs pour les consacrer aux plus urgents projets de développement. Et, comme signe de bonne volonté, Ben Bella annonce à l'ambassadeur de drastiques mesures d'austérité. Jean-Marcel Jeuneney saisit l'occasion de cette requête pour exprimer son attachement au sort des Français disparus et, plus généralement, à la sécurité de ses ressortissants et de leurs biens, et il répond au chef d'État
N'oubliez pas, Monsieur le Président, que depuis le 5 juillet, la France est indépendante de l'Algérie. L'ambassadeur de France doit également intégrer les arguments techniques du ministère des Finances, qui a sa propre vision des choses. Ce manque de flexibilité de la rue de Rivoli devient encore plus flagrant lors des négociations financières entamées au début de l'année 1966. Et, le 30 avril, les deux pays annoncent leur échec. Quelques éléments éclairent cette déconvenue. La balance commerciale de l'Algérie avec la France a été légèrement créditrice en 1965, de 264 millions de dinars, indiquent les statistiques officielles publiées par la Caisse d'équipement pour le développement en Algérie. En bref, selon la rue de Rivoli, l'Algérie n'est pas si pauvre, puisque ses caisses se remplissent grâce à ses exportations vers l'Hexagone. N'envisageant pas de remettre en cause la coopération, la France dispose donc d'un atout, son aide financière, là où le bas blesse. Mais cet atout est unique au monde. Les pays de l'Est offrent des crédits liés, l'Amérique une aide alimentaire, seule la France offre de l'argent frais. Après d'âpres négociations tout au long du premier semestre 1963, Paris fixe la somme de l'aide directe à 1 milliard de francs. Valéry Giscard d'Estaing obtient une imputation de 200 millions sur cette enveloppe globale comme une participation forcée des Algériens au titre de dédommagement d'une grande partie des terres considérées comme définitivement expropriées. Après tout, 200 millions de nouveaux francs, c'est déjà ça de prix. Dire que le ministre des Finances entrave la coopération entre les deux pays, c'est forcer ses intentions, mais non les travestir. Plus précisément, il détient un levier important qui peut assujettir économiquement, et ce n'est pas rien, un pays fraîchement affranchi du joug colonial. L'enjeu est de réduire la souveraineté de l'Algérie indépendante. Le maintien de la suprématie française, sous une forme plus sournoise, est le barreau d'honneur de Valéry Giscard d'Estaing. Souveraineté contre coopération. Les rayons du soleil percent l'aube de ce 27 octobre 1962 et se reflètent sur les maigres vitres de l'immeuble du boulevard Bru. Les journalistes qui échangent leurs services se serrent la main en bas de l'immeuble de la maison de la radiodiffusion et de la télévision. L'un d'eux n'a pas le temps de finir sa cigarette quand il voit débarquer, juste là, à quelques mètres, des militaires de l'ANP. Démonstration de force. Ils partent en courant tandis que les hommes armés investissent le bâtiment de la RTFA et désarment les gendarmes français en charge de la sécurité des lieux. Presque aussitôt, un blindé français se positionne à l'entrée de l'immeuble. La tension est à son comble. Jean-Marcel Jeannet, grâce à ses prérogatives sur l'armée, interdit aux militaires français de riposter. L'ambassadeur demande audience à Ben Bella, qui le reçoit en fin de journée. Quelques jours plus tôt, le 24 septembre, Paris a communiqué à son ambassade un projet de protocole relatif à la coopération de la RTF Algérie. Ce projet a toutes les caractéristiques pour irriter la souveraineté du jeune pays indépendant. Il stipule que la RTFA est un établissement public qui met son antenne algérienne, ses installations et à la disposition de l'État algérien, pour une durée d'1 an renouvelable. De surcroît, la propriété juridique du site étant française, l'immeuble, sous protection de gendarmes français, garde le drapeau tricolore sur son toit, au même titre que la chancellerie ou une représentation consulaire. Le projet est inacceptable, mais la France ne change pas sa position, jusqu'aux pressions de Ben Bella. L'approche des célébrations du 1er novembre requiert l'affichage de la souveraineté algérienne sur tous les lieux hautement symboliques. La radio et la télévision sont donc une priorité absolue, non négociable. Aussi, lors de cet entretien, le président algérien déclare-t-il à l'ambassadeur de France que l'ANP, ayant appris que des camions s'apprêtaient à évacuer les équipements de l'immeuble de la RTFA et que des documents y étaient brûlés, son gouvernement a décidé de prendre cette mesure conservatoire. Allusion à la connivence des journalistes français de la radio et de la télévision avec l'OAS. Pour conclure, Ben Bella assure à Jean-Marcel Jeannet que les deux katibas qui ont investi l'immeuble vont se retirer pour ne garder qu'un poste de contrôle à l'entrée. Avec des caisses quasiment vides, l'Algérie a grand besoin du soutien financier français. Mais, pour les Algériens, reconnaître cette dépendance va à l'encontre de l'affirmation de leur souveraineté. Aussi, le discours officiel entreprit-il de justifier l'aide française en la présentant comme un dû, une réparation obtenue en raison de 130 ans d'exploitation coloniale aggravée in fine par les ravages de la guerre de libération. Dans leur rapport avec les responsables français, les Algériens jouent sur un éventuel sentiment de culpabilité en couplant coopération et réparation. Il est vrai que l'étendue des dégâts est énorme. Une population déplacée, 500 000 réfugiés au Maroc et en Tunisie, 2,5 millions dans les camps de regroupement, 1,5 million de morts officiellement, plus de 8 000 mekchta, hameaux, brûlés. Au contraire, pour Paris, l'aide française n'est pas inconditionnelle. À Évian, le pays s'est engagé à fournir à l'Algérie une aide économique et financière substantielle. Selon les termes exacts des accords, le gouvernement a son mot à dire concernant l'affectation de cette aide.
Plus que sur le papier, la France est en position de force. Cependant, sur le terrain, des mesures de rétorsion restent à la portée des Algériens. Elle ne s'appelle plus Saint-Philippe. D'ailleurs, ce n'est plus une cathédrale. Le lieu a retrouvé sa fonction d'avant. Les autorités l'ont décidé juste après l'indépendance. Un symbole qui ne plaît pas à tout le monde, et notamment à l'État français à qui elle appartient. La bâtisse n'a pas encore fait l'objet d'un transfert de propriété négocié en bonne et due forme. L'inauguration de la mosquée Katchawa est prévue pour le 1er novembre 1962, date anniversaire du début de la Révolution. La première prière aura lieu le lendemain. Jean-Marcel Jeanneney est furieux. Outré, l'ambassadeur de France est reçu le 27 octobre par Ben Bella. Cette utilisation d'un lieu de culte catholique pour une célébration politique constituerait un geste hautement déplaisant à l'égard de la France et des ressortissants français. Calmement, le président algérien rétorque que c'est une affaire très ancienne qu'il avait déjà commencé à traiter depuis sa prison française avec Monseigneur Duval. Il ajoute délibérément qu'il est de l'intérêt de l'Église catholique en Algérie que ces problèmes soient traités directement avec son gouvernement. Sur ce sujet, Ben Bella aurait pu argumenter encore plus s'il avait écouté le conseil de mettre les autorités françaises devant leurs propres contradictions. Loi de séparation de l'Église et de l'État devait empêcher l'ambassadeur d'interférer dans cette affaire. Peu importe, pour le président algérien, la première célébration du déclenchement de la Révolution justifie l'appropriation de tous les signes visibles de souveraineté. La légitimité révolutionnaire est érigée en principe immuable, et ce, jusqu'à nos jours. Ces manifestations parfois viriles de souveraineté ne doivent pas non plus masquer des réalisations concrètes d'une véritable coopération constructive. Presque toutes les écoles d'Algérie ont ouvert leurs portes pour la rentrée scolaire de l'automne 1962 et 40% des instituteurs regagnent leur poste en Algérie. En outre, 1200 enseignants volontaires se présentent au ministère de l'Éducation à Paris pour contribuer à cette première rentrée scolaire. Le ministère des Armées met également à disposition de l'Algérie des enseignants du contingent. Avec le protocole d'accord du 23 octobre 1963, des jeunes se portent volontaires pour accomplir en Algérie leur période sous les drapeaux, VSNA. Et les familles françaises n'ont plus peur d'y voir leurs enfants effectuer leur service militaire. Au titre de la coopération, l'Office universitaire et culturel gère également, pour l'enseignement du premier degré, 178 écoles, 2183 classes, 87 300 élèves. La coopération administrative donne des résultats tangibles. Et, en décembre 1962, 15 000 fonctionnaires français exercent leur métier comme agents de la fonction publique algérien. Par ailleurs, dans le sens opposé au flux des pieds noirs, apparaît très tôt celui des pieds rouges. Constitués essentiellement de sympathisants de la révolution algérienne, tels les porteurs de valises, de militants de gauche, ils souhaitent tous participer à la reconstruction et au développement du pays en dehors du cadre de la coopération. Pour eux, l'expérience algérienne ne fait que commencer. Maintenant que la coopération s'installe avec ses hauts et ses bas, De Gaulle crée un secrétariat d'État aux affaires algériennes en remplacement du ministère d'État. Jean de Broglie est nommé à ce poste du 28 décembre 1962 à 1966. Sa mission est de préparer et d'appliquer la politique du gouvernement à l'égard de l'Algérie, notamment en matière de coopération. Lors de sa première arrivée officielle à Alger, Jean de Broglie déclare que ce voyage répond à un besoin de clarification et d'explication. Les options de l'Algérie nécessitent des travaux d'adaptation constante de nos relations. Le fondement de la politique française à l'égard de l'Algérie reste la coopération sur la base de la souveraineté et de l'égalité. Le 1er mai 1963, Jean de Broglie est de nouveau à Alger pour s'entendre dire que le jeune pouvoir veut revoir les accords d'Évian, notamment sur le pétrole et sur les essais nucléaires au Sahara. Sa position est claire. Sur le ton le plus aristocratique possible, il avertit « C'est donnant-donnant, la France veut bien financer une expérience socialiste ». Les Algériens ne peuvent, pour le moment, franchir cette ligne rouge. Pour De Gaulle, le pétrole du Sahara est un des meilleurs éléments de l'indépendance de la France. En effet, les objectifs fondamentaux de la politique gaullienne en Algérie étaient de pouvoir récupérer la totalité de la production pétrolière et de pouvoir expérimenter autant de bombes qu'on le désirerait, tant que Mururoa ne serait pas achevé. La coopération n'était que la ligne de crédit officielle en guise de remerciement. Au total, dès l'indépendance, quand la coopération concerne des sujets peu sensibles publiquement, elle fonctionne plutôt bien. C'est le cas de l'enseignement, où chaque parti trouve son compte. Nouveau départ de l'école algérienne contre maintien de la francophonie. Mais quand les options stratégiques sont en jeu,
Pétrole et essais nucléaires, la discrétion est de rigueur. Du côté algérien, n'émane aucune déclaration publique sur les expérimentations militaires françaises sur son territoire, pourtant indépendant. Il en va de même pour ces gisements pétroliers, toujours exploités par l'ancienne colonie. Il est clair que la France, dans le contexte post-colonial, est en position de force, mais il ne faut pas le dire au grand jour. Cette discrétion, même relative, permet à l'Algérie de construire le récit de l'indépendance pleine et entière. Dans la vision gaullienne, les intérêts stratégiques de la France passent bien avant les soucis matériels de plusieurs milliers de Français d'Algérie. De Gaulle n'avait-il pas déclaré, à propos des Pieds Noirs, « Eh bien, ils souffriront ». L'expropriation de leurs biens par le jeune État fait partie de cette souffrance. Et Alger affiche ainsi les signes extérieurs de l'indépendance. Sans parler du tragique sort des harkis, qui ne serait vraisemblablement, dans cette logique, qu'un détail de l'histoire.